salariale. Donc, les charges de personnel représentent l'un des premiers postes de dépenses de la collectivité. En 2021, un budget de 11 23 319 € est prévu pour un effectif global sur l'année de 324 agents. Donc, vous avez aussi donc, le tableau qui vous montre effectivement une légère progression qui est constante à peu près depuis 2018. Donc, on observe une augmentation de 2,85% du budget du personnel entre 2018 et 2019 qui était liée à l'évolution du taux d'accident de travail, 60%, et de l'augmentation du SMIC de 1,5%, ainsi qu'à l'évolution des carrières. Voilà, qui est toujours le cas, on va dire, tous les ans, ce qu'on appelle l'évolution du parcours professionnel, carrière et rémunération, le PPCR. Nous avons prévu donc une revalorisation par rapport effectivement à ce qui s'est passé les années précédentes, une revalorisation du taux d'accident de travail à 2,67% contre 1,62% en 2020. La mise en place également du nouveau régime indemnitaire, le fameux RIPSEP, et principalement la mise en place de la part variable de ce régime indemnitaire, ce qu'on appelle le CIA, a été valorisée pour le budget 2021 à hauteur de 50 000 € bruts, soit 58 980 charges comprises. Voilà, c'est ce qu'on avait mis cette année et c'est ce qu'on reconduira l'année prochaine. On observe une légère augmentation des effectifs, effectivement légère puisque c'est limité à 3 postes, un archiviste, un technicien bâtiment et un technicien cadre de vie. Dans la continuité de 2019, 2020 a permis la titularisation de 10 agents contractuels, principalement dans les services éducation, enfance et entretien-réception. Dans d'autres secteurs, comme le sport, les services techniques ou les finances, 3 agents contractuels ont ainsi été titularisés. Le fait de titulariser des contractuels permet ainsi de baisser les charges patronales. Voilà pour ce qui concerne la masse salariale. La mutualisation, il y a un chapitre sur la mutualisation. On vous rappelle que la ville avait approuvé la création d'un service mutualisé d'instruction des autorisations d'urbanisme avec l'agglomération montargoise. Donc conformément à la convention qui nous lie avec l'agglo, cette prestation fait l'objet d'une tarification annuelle dont le montant est communiqué aux différentes communes partenaires avant le 31 décembre de l'année N, pour être mandaté donc à l'année N+1. Pour l'année 2019, elle a fait l'objet d'une refacturisation de la part de l'agglo à hauteur de 14 250 € au titre des dossiers traités sur l'exercice 2018. Et pour 2020, un mandat de 17 750 € est établi au profit de l'agglo. Pour 2021, la dépense prévisionnelle est évaluée à peu près à 20 000 €, donc en fonction effectivement des demandes d'autorisation des sols. En synthèse, donc, le chapitre 12 se compose depuis 2016 de la masse salariale de la ville, majorée de la facturation liée à la mutualisation mise en place de ce que je vous ai effectivement évoqué précédemment au niveau de l'urbanisme. Il est rappelé que ce principe ne vaut pas un acquis pour les mutualisations futures éventuelles. Alors, en effet, pour rappel, la ville avait donné un avis favorable au projet d'un schéma de mutualisation des services présenté par l'agglo, dont les 7 axes de mutualisation sont pour mémoire la commande publique, l'ingénierie financière, les ressources humaines, les systèmes d'information, les services techniques, l'urbanisme et le développement durable. Donc sur ces points, ce dossier n'a pas évolué, y compris sur la mutualisation des marchés publics, qui avait été un temps évoqué pour une application éventuelle sur l'année 2019. Si on intègre l'agglo, le ratio prévisionnel des dépenses de personnel avoisine les 63,17% des dépenses réelles de fonctionnement, alors qu'il était de 62,40% pour le budget primitif de 2020. Voilà, et vous trouverez effectivement
des tableaux de synthèse du chapitre 12 depuis l'année 2017 jusqu'au prévisionnel de l'année 2021. Concernant la situation financière de la ville et le chapitre qui concerne la dette, donc au niveau de la dette propre communale, donc aucun emprunt n'est inscrit au titre de l'exercice 2021, conformément aux engagements de l'équipe municipale d'autofinancer ces investissements. Alors, il vous est quand même rappelé que conformément aux conventions d'aide à l'investissement passées avec la CAF, la Caisse d'allocation familiale, pour la construction de différents bâtiments dédiés à l'enfance et à la jeunesse, la ville a dû consentir à des prêts sans intérêt pour pouvoir bénéficier des subventions de la CAF. Donc on vous rappelle ces différents emprunts qui concernent la construction de la maison de la petite enfance pour 208 000 €, la construction du centre de loisirs à la Pailletterie pour 451 290 € et la construction de la garderie périscolaire du Clovino pour 242 000 €. Voilà. Et puis un quatrième programme pourrait peut-être bénéficier de ce type de financement concernant la réhabilitation du Petit Chénois à la Pailletterie. Voilà. Dette garantie. Pour mémoire, une collectivité peut accorder sa caution à une personne morale de droit public ou privé pour faciliter la réalisation d'opérations d'intérêt public. Cet engagement n'est pas anodin car la collectivité garante s'engage, en cas de défaillance du débiteur, à payer à sa place les annuités du prêt garanti. Donc on vous rappelle le 17 décembre 2009 qui a approuvé le plan local de l'habitat, le PLH. L'AGLO avait décidé de garantir les emprunts à la place des... hormis la gestion du suivi des prêts précédemment garantis, la ville peut solliciter notamment pour des raménagements de prêts en cours à la suite d'un avis défavorable de l'AGLO, par exemple pour ce qui concerne la construction d'EHPAD. Donc à ce jour, l'état de la date garantie prévisionnelle pour la ville s'établit donc comme vous le trouverez dans le tableau ci-dessous, pour une extinction prévisionnelle en 2061 à un total général de 9 804 589 €. Voilà, donc ces emprunts, cette dette garantie concerne principalement des logements sociaux, des programmes de logements sociaux. Concernant la situation financière de la ville, je vous propose d'aborder la question de la fiscalité avec les taux communaux qui sont, comme je vous l'ai qui ne changent pas, qui sont maintenus. La taxe d'habitation est à 20,50% depuis 2005. La taxe foncière sur les propriétés bâties est à 30,34%. La taxe sur les propriétés non bâties est à 73,72% depuis 2005. Donc, il est précisé que le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la ville ne sera modifié qu'en 2021, à la suite de la décision du gouvernement de compenser la suppression de la taxe d'habitation par le transfert aux communes de la part départementale de taxe sur le foncier bâti. Donc, ce taux sera égal à la somme du taux départemental de foncier bâti pour 2019, c'est-à-dire 18,56%, et du taux communal de foncier bâti 2019, à savoir 30,34%, ce qui fait un total de 48,90% dans le cadre d'un maintien des taux en 2021. C'est pour savoir si vous suivez. Voilà. Je vois qu'il y en a quelqu'un qui suivent, c'est bien. Conformément au programme électoral, le taux des différentes taxes communales restera donc inchangé en 2021 dans le respect des engagements de la municipalité. Vous avez des tableaux qui suivent, qui comparent les taux d'impôts locaux des différentes principales villes de l'agglo, Ami, Montargis, Chalette, Villemandeur, pour effectivement vous indiquer qu'on se situe plutôt bien par rapport à nos voisins. Des tableaux sur les bases qui vous expliquent un peu aussi l'évolution des bases, des taux et des produits des taxes locales. Alors tout d'abord en prévisionnel de l'année 2017 jusqu'à l'année 2020.
Et puis en réalisé aussi, donc c'est le tableau d'après. Hein, donc là, vous avez pour 2019 un taux et un produit réalisé de 9 614 846 €. Voilà. Et puis enfin, l'évolution des allocations compensatrices. Donc ce sont les compensations sur les pertes de recettes consécutives à des mesures d'exonération et de réduction de base. Et pour l'année 2020, vous avez 518 189 € d'allocations compensatrices pour la ville. Voilà. Ensuite, vous avez une série de tableaux de bord, tableaux de bord financiers que vous retrouvez aussi sur le site du gouvernement. Donc je ne vais pas vous développer. Voilà. Et je vous propose d'aborder le point du produit fiscal en 2021. Donc, concernant l'année 2021 et la suite de la mise en place du nouveau schéma de répartition des recettes fiscales, notamment donc, la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales, puisque sur les résidences secondaires, elle est maintenue, son remplacement sur le produit de la TFPB du département entraînera la perception par les communes d'un produit supplémentaire qui ne coïncidera évidemment jamais à l'euro près au montant de la taxe d'habitation perdue. Donc, deux cas de figure apparaîtront dans ce cas, des communes qui seront surcompensées et d'autres qui sont sous-compensées. Et la commune d'Amilly fait partie de ce deuxième groupe. Cette situation sera normalement corrigée en 2021 pour garantir une compensation intégrale de sa perte de taxe d'habitation. Un dispositif d'équilibrage reposant sur un coefficient correcteur sera mis en place afin de corriger donc, ces écarts de produits. Donc, la commune conserve une dynamique des bases, en fonction bien sûr des nouvelles constructions notamment. La référence sera désormais les bases du foncier bâti. En revanche, la compensation ne suit pas la dynamique des taux. Si la commune décide d'augmenter ses taux, cette dernière sera calculée sur la base du taux de référence de 2020, qui comprend donc le taux communal et le taux départemental. Et ce taux de référence pour la commune d'Amilly sera donc de 48,90%, qui est effectivement la somme du communal et du départemental. Les communes continueront à recevoir la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et sur les logements vacants au-delà de l'année 2023. Les taux resteront figés pour les 2 années à venir. Elles retrouveront le pouvoir de taux à compter du vote des taux de l'année 2023. La somme, qui est de 10 214 000 € sera inscrite donc au budget primitif 2021. Elle représentera la somme des produits de la taxe d'habitation, des produits de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la moyenne des rôles supplémentaires et des allocations compensatrices perçues en 2020. Voilà pour ce qui concerne le produit fiscal. Je vais vous parler maintenant des dotations. Tout d'abord, la dotation globale de fonctionnement, la DGF, qui continue effectivement à diminuer pour la ville. Donc, le projet de loi de finances 2021 prévoyait sur le plan national la stabilisation du montant global ainsi que la non-modification du calcul de la dotation forfaitaire, donc la DGF, qui n'est plus impactée par la contribution au redressement des finances publiques depuis 2018 et connaîtra toutefois une nouvelle baisse pour 2021. Donc, cette baisse est évaluée à 64 310 € pour la ville. Voilà. Donc, le budget 2021 de la ville se verra doté d'une prévision de la dotation forfaitaire d'environ 230 000 €. Concernant la dotation de solidarité urbaine, la DSU, c'était le budget 2019, souvenez-vous, qui avait connu l'inscription pour la première fois de cette DSU. Donc, la commune d'Amilly a perçu en 2020 la somme de 134 508 € au titre de la DSU. Donc, n'ayant pas de recul sur l'évolution de cette dotation, et compte tenu que le projet de loi de finances prévoit les mêmes abondements qu'en 2020,
le budget primitif 2021 se verra doté d'une inscription arrondie à peu près la même somme que nous avons perdue en 2020, c'est-à-dire 134 000 €. Les attributions de compensation. Donc en 2021, la ville se verra donc dotée d'une prévision d'attribution de compensation maintenue à hauteur de 5 138 500 €, qui est une attribution qui est inchangée depuis 2016. Vous avez effectivement l'évolution sous le tableau suivant depuis 2015, et donc depuis 2016, c'est le même chiffre. Voilà. La dotation de solidarité, la DSC, et puis le fonds de péréquation intercommunale. Alors, après une période de progressivité de 2016 à 2018, la dotation de solidarité communautaire versée par l'AGLO connaît un fléchissement depuis 2019. Donc, dans l'attente des décisions de la prochaine réunion du Conseil communautaire en novembre prochain, le budget de la ville se verra doté pour 2021 d'une prévision de DSC à hauteur de 363 000 €. Et effectivement, nous avons participé avec ma collègue Muriel cette semaine à la commission des finances, et c'était l'ordre du jour, donc je peux vous confirmer les 363 000 € qui ont été maintenus de DSC. Quant au FPIC, il a été prévu de maintenir le montant de la péréquation 2020. Dans la ville, s'est vu imputé au niveau de ses charges dans l'attente de données définitives. Voilà. Donc là, pour revenir sur le sujet de la DSC, par contre, ça fera l'objet d'une refonte, puisque effectivement, il y a eu une réforme sur ce sujet, et ça sera un des points qui sera à l'ordre du jour dans les prochaines commissions de finances de l'AGLO. Concernant la situation financière de la ville, on va avoir effectivement une série de tableaux qui concernent les ratios budgétaires. L'ensemble des ratios budgétaires relatifs au crédit budgétaire, tant en dépenses qu'en recettes de l'exercice 2020, sont identiques à la décision modificative numéro 1. Donc c'est le budget supplémentaire qu'on a vu cette année, et que vous retrouvez en page 4 du document, et que je ne vais pas à nouveau vous énumérer. Donc, concernant la capacité financière de la ville pour les projections pour 2021, donc pour l'exercice en cours, l'épargne brute est de l'ordre de 2 106 000 €. L'épargne nette est de l'ordre de 2 056 000 €. Donc, je vous rappelle que l'épargne nette est égale à l'épargne de gestion, déduction faite du remboursement de la dette en capital. Pour 2021, l'épargne brute et l'épargne nette seraient de l'ordre respectivement de 2 106 000 € et 2 031 000 €. Concernant le prélèvement de la section de fonctionnement qui sert à financer, et après avoir connu deux baisses successives en 2015 et 2016, ce dernier a connu une hausse de 200 000 € en 2019 dans le cadre de l'équilibre du budget supplémentaire 2019. Toutefois, en 2021, il sera maintenu au même niveau qu'en 2020, à savoir 1 500 000 €. Voilà. Donc depuis effectivement 2 années consécutives, nous pouvons abonder de 1,5 million pour financer la section d'investissement. Les prévisions budgétaires liées aux dotations aux amortissements permettent de compléter l'autofinancement de la ville. Ces dernières sont donc maintenues au même niveau de 2020, donc c'est-à-dire 680 000 €. Donc la ville peut espérer un autofinancement minimum de 2 180 000 € pour 2021. Voilà pour ce qui concerne notre autofinancement. Alors, je vous propose, après ces différents agrégats, de passer au chapitre des projets municipaux, et tout d'abord de la section de fonctionnement. Donc, grâce à une gestion rigoureuse, le budget primitif 2021 devrait s'établir à 19 095 000, donc à peu près 20 millions d'euros. Cependant, il convient de rester prudent sur ces prévisions budgétaires, effectivement, comme vous le savez, dans un contexte économique et social qui est très perturbé par la crise sanitaire.
L'année 2020 a été marquée donc par une baisse des recettes fiscales du fait de la cohabitation des deux taux différents pour la revalorisation des bases, une baisse des ressources des services liées aux mesures de fermeture imposées par le confinement et qui continue encore depuis quelques jours, et l'apparition de surcoûts liés à la crise en matière de protection. Voilà, donc on vous a mis effectivement dans un tableau les postes qui étaient les plus impactés à la fois en dépenses et puis en recettes. Donc, selon le site de l'Association des maires de France, le manque à gagner pour le bloc communal se situe aux alentours à peu près de 3 milliards d'euros. Le compte administratif de 2020, donc on verra les prochaines, permettra d'observer les effets réels de la crise sur les recettes et les dépenses de la commune, qui sont mesurés effectivement pour cette année, mais qui devront, à mon avis, avoir quand même un impact pour l'année prochaine. Les recettes de fonctionnement. Donc, il est proposé pour les années 2021 et 2022 une révision des tarifs des prestations. Donc, c'est effectivement les points qu'on va voir à l'ordre du jour juste après. Donc, plutôt que d'avoir une augmentation de 1% tous les ans, on vous a proposé de faire 2% pour cette année, et on changera d'ici 2 ans du coup. Concernant les participations, il pourra être noté une diminution annuelle de la dotation forfaitaire de la DGF, l'ajustement des produits et des services liés à l'impact de la Covid-19 sur les recettes jusqu'en 2021, ainsi que la reconduction des participations de base versées pour la culture, comme par exemple les tanneries et le pacte. S'agissant des recettes fiscales, la valeur prévisionnelle des taxes locales permet de pouvoir aux dépenses supplémentaires liées aux constructions nouvelles et à la diminution de dotations et des subventions de collectivités, dans la mesure où la baisse de la dotation forfaitaire, donc de la DGF, est compensée partiellement par la DSU. Pour rappel, une hausse des recettes de la taxe locale sur la publicité extérieure a été constatée en 2019. Toutefois, la ville avait délibéré, on vous le rappelle, en 2019 sur les tarifs applicables pour 2020, mais en exonérant les superficies comprises entre 7 et 12 mètres carrés. Et puis, il y a eu une nouvelle délibération qu'on a prise cette année qui avait instauré un abattement de 50% sur cette taxe. Et donc, la recette qui sera inscrite au budget primitif 2021 est prévue à hauteur de 165 000 euros. Alors, on aura peut-être l'occasion aussi de revenir, je pense, sur cette taxe. Les dépenses, comme indiqué précédemment, les crédits budgétaires des services alloués l'année précédente ont été rajustés pour 2021 au regard des prévisions et des réalisations antérieures, en les modulant en fonction des besoins réels afin d'équilibrer le budget. Les charges de personnel pour l'année prochaine sont en légère hausse par rapport au budget global 2020, provenant principalement des évolutions de la valorisation du SMIC et du taux d'accident de travail. Les autres dépenses n'appellent pas d'observation particulière. Voilà, et puis vous avez donc 2 tableaux qui suivent sur la section de fonctionnement pour vous présenter un peu les masses budgétaires et sur l'exécution portant de 2017 jusqu'à 2020, avec les enveloppes prévisionnelles pour 2021. Donc, pour ce qui concerne la fiscalité, nous prévoyons une enveloppe de 11 35 290 euros. Pour la fiscalité qui serait reversée à l'agglo, c'est de l'ordre de 5 501 500 euros. Pour les dotations de l'État, les compensations et participations, donc le chapitre 74, 1 705 360 euros. Et puis pour les recettes tarifaires, 1 241 145 euros. Voilà, pour les produits. Pour les charges, la masse, le chapitre 12, nous prévoyons donc 11 23 319 euros. Le chapitre 11, les charges à caractère général, 5 641 385 euros. Les subventions et contributions, qui incluent aussi l'indemnité des élus pour 758 775 euros.
Et puis, enfin, le prélèvement pour l'investissement en prévision, donc, comme je vous l'avais indiqué tout à l'heure, il sera de l'ordre de 1,5 million. Voilà pour les grandes masses du budget de fonctionnement. Pour la section d'investissement, donc la priorité sera donnée aux opérations qui sont en cours et ceux qui restent à financer au regard des subventions qui ont été déjà obtenues et de l'épargne dégagée en faveur de l'équipement. Donc on observe également l'inscription de nouveaux projets que je vais effectivement aborder un petit peu plus loin. Concernant les recettes d'investissement, compte tenu du niveau du prélèvement qui sera opéré sur la section de fonctionnement, les 1,5 million, les dotations aux amortissements, 680 000 €, les subventions prêts d'investissement de 150 000 € et des recettes propres à cette section. Donc on a le FCTVA et la taxe d'aménagement pour 1,8 million. Donc la ville devrait pouvoir disposer d'une enveloppe globale d'environ 3,6 millions d'euros. 3,6 millions d'euros, pardon, pour financer le programme qui va vous être présenté. Les subventions concernent principalement le financement de la réhabilitation du centre de loisirs Le Petit Chênois. Alors effectivement, c'est pas beaucoup, 150 000 €, mais c'est pour l'instant ce qu'on a juste inscrit, puisque c'est la seule subvention qui est pour l'instant assurée. Bien sûr, on espère en avoir d'autres qui sont en cours. Aucune autre recette n'est inscrite. Les crédits feront l'objet d'une budgétisation au fur et à mesure de l'avancée des dossiers, comme je viens de vous l'indiquer. Alors, donc, le programme des dépenses, nous avons, au titre des acquisitions, inscrit une enveloppe, nous inscrirons une enveloppe pour le budget primitif de l'ordre de 241 440 €. Alors, ça comprend principalement de l'achat de matériel pour 221 440 €. Donc, tout ce qui est effectivement habituel pour les services, du mobilier de bureau, des équipements nécessaires aux différents services de l'éducation, de la culture, de la communication. On retrouve de l'achat de véhicules aussi. On a un poste qui est aussi concernant le foncier. Nous avons inscrit 20 000 € pour toujours des prévisions d'acquisition, d'achat de terrains nus issus d'alignements, d'échanges, etc. Pour le bloc de la voirie, on prévoit une enveloppe d'un peu plus d'1 million d'euros, hors agglo. Au titre des travaux neufs, le parking de la ferme du bourg, bien sûr après études préalablement menées, ainsi que des réflexions ponctuelles sur d'autres voies, ce qui fait partie d'un marché d'entretien. Des enveloppes toujours habituelles pour la poursuite des travaux de défense incendie, comme tous les ans, des travaux de l'éclairage public, remplacement, renouvellement de candélabres et d'appareils vieillissants. Une enveloppe pour des travaux divers, suivis de dossiers tels que les plans de topographie, mission sécurité du travail, aménagement urbain, etc. Voilà, pour ce qui concerne la voirie. Concernant les bâtiments, une enveloppe de 2,5 millions, avec, comme je vous l'indiquais, la poursuite des opérations commencées, dont notamment la réhabilitation du Moulin Bardin, de l'église de Saint-Firmin, la réhabilitation du site du clos Vino élémentaire, dont la garderie périscolaire, et ainsi que la réhabilitation du Petit Chênois. Nous prévoyons l'inscription de nouveaux projets, tels que la construction d'une maison de santé, la construction d'un restaurant scolaire à l'école Lego, ainsi que d'un terrain de foot synthétique et de 2 clubhouse pour la section sport. Voilà, donc c'est des projets pour 2021. Une enveloppe pour des travaux dans différents bâtiments administratifs, communaux, scolaires, culturels, donc toujours comme tous les ans, pour des besoins divers des services. Il convient aussi de prévoir des crédits pour des opérations d'ordre patrimonial et le remboursement en capital des prêts de la CAF que je vous avais aussi indiqué
Et là, ça sera de l'ordre de 75 000 euros. Voilà. Comme pour la section de fonctionnement, nous avons indiqué aussi deux tableaux pour les masses budgétaires, concernant tout d'abord les produits. Donc, au niveau du FCTVA et de la taxe locale d'équipement, une inscription d'une enveloppe de 1,8 million. Pour ce qui concerne les subventions d'investissement, 184 000 euros. Les opérations sous mandat pour 60 000 euros, les opérations sous mandat avec l'AGLO. Les prélèvements du fonctionnement en prévision, donc on retrouve ici donc de 1,5 million. Et puis les dotations aux amortissements de 680 000 euros, comme pour l'année 2020. Au niveau des charges, au titre des acquisitions, nous prévoyons une inscription de 629 910 euros. Pour les travaux de voirie, 1 034 600 euros. Pour les bâtiments, 2 551 420 euros. Et puis pour les opérations sous mandat, qu'on retrouve au niveau de l'AGLO à 60 000 euros. Voilà. Donc en conclusion, l'équipe municipale abordera l'année 2021 en maintenant une politique d'investissement ambitieuse, comme vous avez pu le constater, conformément à ses engagements du début de mandat, tout en restant vigilant, bien sûr, sur l'évolution des réformes en cours et de l'impact de la crise sanitaire sur les finances locales. Voilà, monsieur le maire, si maintenant vous avez des questions. Merci pour cette présentation assez détaillée, je pense, pour des orientations budgétaires. Voilà, on sait un petit peu où l'on va pour 2021. Voilà. Toutefois, je crois que nous sommes incités à la prudence. Vous voyez comme moi l'horizon économique qui risque de s'assombrir dans les mois à venir. Voilà, donc il faut rester là aussi vigilant. Il faut rester là aussi vigilant. Et puis consacrer l'essentiel de nos investissements. Je veux dire, vous avez vu, les deux sont essentiellement le domaine scolaire, qui me paraît, moi, prioritaire, scolaire et périscolaire. Voilà, vous voyez, on poursuit les investissements sur le groupe scolaire du Clovino. C'est une enveloppe globale, je ne sais plus, entre 3 et 4 millions d'euros. L'accueil périscolaire, on va effectivement mettre aussi l'accent sur l'accueil périscolaire de la pailleterie, qui connaît un grand succès, puisque actuellement de nombreux enfants fréquentent ce site. Et donc on va essayer de rénover et d'agrandir les bâtiments qui datent d'une trentaine d'années, qui ont été effectivement à l'époque réhabilités, mais qui ne correspondent plus tout à fait à nos besoins. L'accueil périscolaire aussi du Clovino, c'est encore plus d'1 million d'euros. Et puis là, on va débuter la construction du restaurant scolaire de Virois. Donc, vous voyez, tout ça concerne le scolaire et le périscolaire. Et puis, je pense qu'on va commencer les études pour le restaurant scolaire d'Ego. Voilà, ça, c'est déjà l'essentiel de notre programme. Bon, bien sûr que le sport ne sera pas, il n'a jamais été négligé d'ailleurs, mais nous envisageons, on verra ça au moment du budget primitif, au moment voilà, d'inscrire la construction d'un terrain synthétique pour le foot. C'est une section qui en a besoin. Enfin, je veux dire que là aussi, c'est avant tout pour les enfants. C'est des terrains d'entraînement qui sont indispensables pour notre jeunesse. Donc on verra peut-être sur 2021-2022, mais en tout cas, ça fera partie aussi des priorités. Donc voilà l'essentiel pour ce qui concerne nos investissements. Et puis pour notre fonctionnement, ma foi, vous avez vu que la masse salariale ne baisse pas, c'est normal, mais aussi, je veux dire que les services que nous proposons à la population sont fort appréciés, mais ils représentent un coût.
pour la collectivité. Et je crois que, eh bien, ma foi, nous l'assumons pleinement. Mais vous voyez que cette section, enfin, les frais de personnel, le budget personnel qui était de 50% de notre section de fonctionnement il y a, je sais pas, 5-6 ans, voilà, on est à plus de 60% maintenant. Hein. Bon, les choses évoluent, c'est la règle, mais là aussi, ben, il nous faut l'assumer. Voilà ce que je voulais simplement ajouter pour paraphraser un peu ce que tu viens de nous dire. Bien, maintenant, vous avez bien sûr la parole, si vous voulez vous exprimer sur ce projet de budget, à savoir qu'on ne vote pas les chiffres, hein, on vote simplement le fait de cette présentation, hein, le fait d'avoir pu présenter ce budget et l'exposer. Oui, Monsieur Gaboret. Vous m'entendez? Oui. Pas très bien. Le micro il marche. Pas... Là, c'est mieux? C'est bon. Oui. Monsieur le Premier adjoint, Monsieur le maire, dans les propos liminaires de ce rapport, vous rappelez le contexte fiscal faisant apparaître des incertitudes en recettes et en dépenses, mais aussi intégrant les contraintes relatives aux orientations gouvernementales. Dans ce cadre, votre ligne directrice est de présenter un budget de continuité et de transition conformément à vos engagements municipaux. Deux lignes directrices guident cette trajectoire: maintenir la fiscalité à un niveau constant, financer les investissements sur fonds propres. Effectivement, votre rapport en fonctionnement et en investissement présente un budget de continuité que nous aurons à voter en décembre prochain. Vous rappelez ainsi la maîtrise des dépenses de fonctionnement, dont le principal poste, la masse salariale, présente une très légère augmentation. Vous rappelez une situation d'endettement maîtrisée à un niveau zéro, hormis ce qu'on pourrait définir comme quelques avances remboursables. Une fiscalité locale sans augmentation de ces trois taux, en précisant que désormais la part dynamique est réduite au foncier bâti. Heureusement, la situation de notre commune du fait de ses réserves foncières permet encore à notre collectivité de ne pas avoir à augmenter les taxes communales pour engendrer une progression de ses recettes fiscales. Amilly, si on la compare à d'autres communes de notre agglomération, garde une situation préservée. Restons optimistes si nous obtenons effectivement la garantie d'une compensation intégrale de la perte de la taxe d'habitation, que nous n'ayons pas à revenir sur le taux de base de la taxe sur le foncier bâti, fixé désormais à 48,9%, et que l'attribution de compensation versée par l'agglomération reste stable. Les capacités financières de la ville permettront donc de pouvoir dégager à nouveau une épargne pour financer la section d'investissement. Enfin, vous rappelez que la gestion rigoureuse qui est menée pour les dépenses de fonctionnement, exception faite d'une légère hausse des dépenses de personnel, comme vous l'avez dit, n'appelle pas d'observation particulière dans ce rapport d'orientation budgétaire. Et de conclure, votre présentation sur deux axes: maintien d'une politique d'investissement ambitieuse, vigilance sur les finances locales. Le rapport que vous présentez, comme il est écrit, doit constituer une opportunité de présenter les orientations de l'année à venir. Si nous sommes d'accord sur le fait que ces orientations sont conformes à votre programme, elles ne font apparaître aucune mesure face à l'urgence sanitaire, la crise économique et sociale qui vont s'amplifier et auxquelles risque d'être confrontée une partie de nos concitoyens. Comme d'autres collectivités locales, nous devons faire preuve d'anticipation pour agir au titre de la solidarité. Des habitants d'Amilly, des acteurs de la vie locale, comme partout, ne risquent-ils pas d'être frappés par cette crise qui impliquerait de nouveaux besoins auxquels nous aurions à apporter des réponses concrètes? Ces orientations traduisent la continuité pour laquelle vous avez été élu. Et vous le savez, monsieur le maire, nous sommes très respectueux du choix des électeurs. Nous soutenons le fait que ce budget soit engagé en faveur de la commande publique dans la durée, et c'est extrêmement vital pour nos entreprises locales, notamment dans le secteur du BTP. Mais pensez-vous que seule notre politique d'investissement et de gestion rigoureuse sera une réponse suffisante dans l'année de crise que nous allons traverser? Vous évoquez également un budget de transition,
mais de quelle transition est-il question? Je le redis, notre groupe ne siège pas au conseil municipal pour s'opposer et critiquer vos choix. Mais je crois que dans les circonstances actuelles, et malgré la prudence budgétaire qui est de mise, qu'il faille désormais anticiper face à l'urgence et de se donner les moyens d'engager de nouvelles mesures par solidarité envers nos concitoyens. Nous espérons donc qu'entre la présentation de ce rapport et le prochain vote du budget, vous puissiez prendre en compte la mise en place d'un volet spécifique au vote du budget pour anticiper et renforcer des services publics aux habitants de notre commune ou d'acteurs de nos territoires comme les associations qui seront fortement fragilisés par la crise en 2021. Pour cela, nous proposons l'inscription d'un fonds d'urgence en section de fonctionnement de notre prochain budget qui pourra être activé de manière transversale par nos différentes directions pour, encore une fois, anticiper et répondre à l'urgence. À titre d'exemple, cette ligne budgétaire dédiée pourrait être activée par le CCAS si vous faites le choix de renforcer ses missions sur le terrain, notamment des services aux personnes âgées et isolées, pour lesquelles nous porterions une attention toute particulière et aller à leur rencontre parce qu'elles ne savent pas ou ne peuvent pas s'inscrire sur le site de la ville en cette période de confinement. Ces missions, pourquoi pas avec l'aide d'associations, seraient développées autour du portage de courses, de médicaments, d'un service de transport dédié pour l'accès aux soins. Autre exemple, ne faut-il pas en cette période de confinement donner plus de moyens à notre police municipale pour leur permettre d'assurer leur mission de sécurité, de lien social et pourquoi pas d'augmenter son amplitude horaire. Nous pourrions prévoir également d'instaurer un dialogue de gestion avec nos associations qui vont être fragilisées du fait de leur perte d'adhérents, de leur baisse d'activité, donc de recettes et de moyens, et les aider à traverser cette période difficile pour celles qui en auraient besoin. Nous pourrions étudier la possibilité de fournir des équipements de protection individuelle pour celles et ceux qui sont dans le besoin, notamment pour les jeunes ou nos aînés. Monsieur le maire, je vous sais à l'écoute et respectueux de tous les élus de cette assemblée délibérante. Nous vivons un changement de paradigme auquel nos ratios financiers pourraient être adaptés au titre de la solidarité. C'est pourquoi notre groupe vous soumet cette proposition de l'inscription au prochain budget d'un fonds exceptionnel solidaire d'urgence. Nous ne votons pas le rapport ce jour, vous l'avez dit, mais simplement le fait qu'il soit présenté. C'est pourquoi nous vous remercions de toute l'attention que vous porterez à cette proposition avec votre exécutif d'ici la présentation du budget en décembre. Je vous remercie. Bien, merci. Pour ce qui est de la compétence économique, vous savez qu'elle n'est pas de notre ressort. Donc, nous ne pouvons pas agir à ce niveau-là, hein, bien entendu. Pour ce qui est de notre assistance aux personnes âgées en particulier, je pense qu'on a déjà vécu une crise, hein, la dernière crise, il y a quelques mois. Je pense que les Amiénois, les personnes âgées en particulier, ont été particulièrement assistés par les élus et par les associations, que je tiens à remercier très chaleureusement. Personne, je pense, n'a manqué de rien, ou en tout cas, c'est parce qu'on ne l'a pas su. Voilà. Donc, de ce point de vue, je pense qu'on n'a pas failli à notre devoir, ou en tout cas qu'on me le prouve. Pour ce qui est de la réserve financière, nous avons un CCAS qui a des réserves, heureusement. C'est son rôle aussi de ne pas être pris au dépourvu. Et je pense que les réserves du CCAS actuellement me semblent suffisantes pour pallier à la crise actuelle. Alors, si elle dure pendant 10 ans, effectivement, je ne peux pas vous dire. Mais pour ce qui est de la période actuelle, nous avons les fonds nécessaires pour répondre aux besoins de cette crise. Donc voilà une première réponse. Par ailleurs, pour ce qui concerne les associations en général, bon, vous savez que nous sommes particulièrement à leur écoute. D'ailleurs, que ce soit dans le domaine social, dans le domaine sportif, dans le domaine culturel, je pense que toutes les associations, je pense, ont pu apprécier notre solidarité à tous les niveaux et nous les avons toujours accompagnés autant que faire se peut. Jusqu'à ce jour, nous n'avons pas eu de retour négatif de leur part. Et s'il y a des demandes, bien sûr que nous sommes là pour les recevoir et pour les accompagner, comme nous l'avons toujours fait d'ailleurs, en temps de crise ou non.
nous sommes toujours à l'écoute de toutes les associations. Voilà le premier élément de réponse que je peux vous apporter. Juste, monsieur le maire, pour en petite réaction par rapport à ce que vous venez de dire. Donc, concernant des aides économiques, je n'ai absolument pas abordé ce sujet, Oui, d'une part. D'autre part, je ne remets absolument pas en question ce qui est fait. Je dis simplement que nous pourrions prévoir d'anticiper pour renforcer nos missions de service à l'égard des personnes qui habitent notre commune et qui seront encore plus dans le besoin. C'est simplement ce que je viens d'évoquer. Je n'ai absolument pas remis en question ce qui a été fait durant la période qu'on vient de traverser. Ok. Bon, eh bien, écoutez, nous essaierons d'être là, d'être présents pour subvenir aux besoins de toutes les personnes qui risquent de se trouver en difficulté sur le territoire. C'est effectivement notre rôle premier que d'assister les personnes dans le besoin. Nous sommes là pour là. Ça fait partie, j'allais dire, de notre vocation. Merci. Je terminerai juste, non pas pour terminer derrière vous, simplement nous avons fait une proposition qui est budgétaire, qui doit se décliner de manière opérationnelle. Donc vous avez simplement le choix désormais de l'inscrire ou non, de le faire apparaître en tout cas dans le budget. Voilà, nous en reparlerons. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Donc nous allons passer au vote. Je vous le rappelle que nous ne votons pas le contenu, nous votons seulement le fait d'avoir pu en débattre et le présenter et débattre. Est-ce qu'il y a des avis contraires, des abstentions? Je vous remercie. Bien, on va passer maintenant. Là, c'est les admissions en non-valeur. Ben, vas-y, termine le chapitre finances. Effectivement, monsieur le maire, je termine sur le chapitre financier sur ce sujet, sur les admissions en non-valeur des produits irrecouvrables. Donc, pour mémoire, l'admission de créances en non-valeur correspond à la purement comptable. La décision prise par notre Assemblée n'éteint pas la dette et ne représente pas un obstacle à l'exercice des poursuites. Les titres qui sont émis gardent leur caractère exécutoire. Alors, pour ce qui concerne ces admissions en valeur, nous avons un montant qui vous est présenté de 3 510,09 €. Et donc, vous aviez aussi le loisir de consulter la liste nominative au service financier. Bon, il s'agit principalement de dettes concernant des frais de cantine et de garderie de 2017, fin d'année 2017, 2018 et 2019. Et puis, maintenant, le centre de loisirs pour 2016 et 2017. Voilà. Donc, cela représente 3 510,09 €. Voilà. Y a-t-il des questions sur ce chapitre admission en non-valeur? Est-ce qu'il y a des avis contraires, des abstentions? Je vous remercie. Donc, on va passer aux tarifs municipaux des différents services. On va, si ça ne vous gêne pas, on votera tout ensemble. Si vous avez des observations, vous les faites au fur et à mesure. Alors, on va passer au secteur éducation enfance avec tout d'abord, on doit déterminer les tranches de quotient familial qui ne changent pas. Il y a 6 tranches de quotient, part de moins 474,99 € à plus de 1 313 €. Voilà, donc pas de changement. Alors, pour la restauration scolaire, d'une manière générale, il a été proposé cette année d'augmenter les tarifs de 2%, mais pour 2 ans, ce qui fera donc 1% par an. Donc vous avez les tarifs scolaires en fonction des tarifs de la restauration scolaire en fonction des tranches de 1 à 6 qui vont pour les Amillois de 2,70 à 4,65. Vous avez les hors communes de 4,65 à 8,20. Et puis ensuite des tarifs pour les enfants allergiques. Ensuite, pour les accueils périscolaires, du matin et du soir,
pour les Amillois, les hors communes et les enfants aussi allergiques. C'est goûter compris. Donc ce sont des tarifs, par exemple, pour ce qui concerne l'accueil périscolaire du matin, qui vont de 1,35 à 1,60. Voilà. Et pour les hors communes, de 2 € à 2,25 €. L'accueil de loisirs du mercredi matin, je vous parlais tout à l'heure du centre de loisirs de la Pailleterie, donc c'est là que sont reçus les enfants, mercredi toute la journée d'ailleurs. Donc le tarif du matin qui va de 1,95 à 10,60 €, et pour les hors communes de 10,65 à 16,05 €. Vous avez tous les tarifs intermédiaires pour les enfants allergiques, etc., sous les yeux, donc je ne vous les décline pas. Pour le mercredi après-midi, donc là, pour les Amillois, de 1,40 à 7,35, et pour les hors communes, de 7,35 à 11,20. Et pour l'accueil de loisirs pour les vacances scolaires et le mercredi à la journée, donc pour les Amillois, de 2,50 à 13,80, et hors commune, de 13,90 à 20,85. Alors, voilà, ça c'est pour les tarifs soumis au quotient. Vous avez par ailleurs les transports scolaires qui connaissent une augmentation de 2%. Pour les élèves du primaire, c'est les transports scolaires. Non, c'est gratuit pour les enfants d'Amélie. Ça, c'est pour les hors communes, à 20,60 €. Voilà. C'est les abonnements. Ça, c'est les abonnements, pardon, excusez-moi. C'est l'abonnement, voilà. À 20,60 €. Les études surveillées, 3,20 € pour une séance et 5,25 € pour 2 séances par semaine. Les classes à thème, pour 2021 et 2022, donc il est proposé une augmentation de 2%, de 38,85 € et de 29,65 € pour les enfants allergiques. Oui, effectivement, puisqu'il reste le midi déjeuner. Et pour la restauration adulte, eh bien, ma foi, c'est le coût réel qui est de 8,20 €. Et puis, vous avez un certain nombre de tarifs pour un certain nombre de personnes telles que les enseignants, à 4,65 €, les agents municipaux, 4,65 €, un tarif aussi pour la maison des jeunes, 3,55 €, et pour les stagiaires, les apprentis, 2,70 €. Donc voilà pour ce qui concerne la restauration scolaire et les tarifs des activités périscolaires. Pour les activités socioculturelles et maintenant l'école de musique, les tarifs augmentent de 2%. Donc vous avez les différents tableaux pour les enfants, et en fonction effectivement d'enseignement qui est dispensé, vous avez des tarifs différents, tarifs trimestriels et tarifs annuels. Voilà. Pour ce qui est le plus fréquent, donc c'est la formation musicale avec un instrument qui est de 77,90 € pour un trimestre et de 233,70 € pour une année. Ensuite, vous avez les élèves majeurs de moins de 25 ans. Voilà, vous retrouvez les tarifs et les tarifs adultes. Et puis, vous avez les tarifs aussi hors commune. Donc, par exemple, pour effectivement, vous avez la formation musicale et un instrument à 167 € le trimestre et 501 € pour l'année. Voilà. Et puis, bon, ça, c'est pour les tarifs hors commune qui vous sont aussi déclinés. Voilà, donc c'est l'évolution de 2% pour 2 années. Donc, nous n'y reviendrons pas l'année prochaine. Pour l'école municipale d'art, ma foi, c'est la même chose, une augmentation de 2%. Voilà, vous avez les tarifs Odo, avec un tarif particulier pour les ateliers d'après modèle vivant qui se font en dehors des cours. Voilà. Pour les élèves de l'école d'art, pour ces ateliers, c'est de 9,10 € pour 2 heures et de 10,20 € pour les extérieurs. Et
puis, pour les enfants, pour l'école d'art, le tarif trimestriel 61,60 et pour les adultes 90,85. Et puis vous avez les tarifs hors commune, donc 96,25 et 110,70. Ensuite, pour la bourse aux livres, donc, qui est prévue, nous l'espérons, le 28 mars prochain à l'espace Jean Villard. Donc, les tarifs passent à 4,30 € pour moins de 200 documents et à 8,60 € pour plus de 200 documents. Voilà, c'est gratuit pour les enfants qui vendent des documents jeunesse. Voilà, pas de changement. Pour les cours de conversation, je rappelle que nous dispensons des cours d'espagnol et d'italien à raison d'1h15 par semaine. Voilà, nous avons 33 élèves qui suivent ces cours. Le tarif trimestriel est de 29,90 et annuel 89,70. Tarif extérieur, oui, c'est pardon, oui. Pour les jumelages, donc c'est les participations aux frais de transport, par car, par train, par avion. Donc c'est actualisé à 37,55 € pour le car, 59,80 € pour le train et 119,15 € pour les transports par avion. Avec un certain nombre d'exonérations lorsque les personnes sont missionnées, à savoir soit des élus, soit des représentants d'associations ou des agents de la ville. Pour la piscine municipale, donc les tarifs augmentent globalement de 2%, sauf pour les enfants, où là nous restons à 1,35 €. Là nous augmentons que tous les 4 ans, moins, je crois. Voilà. Alors il y a la carte aussi pour les enfants qui, elle, n'augmente pas. Les cartes restent au même tarif. Alors, pour les activités jeunesse, c'est-à-dire c'est la maison des jeunes, ça. Il est proposé donc d'augmenter les tarifs de 2% pour une durée de 2 ans et de maintenir les pourcentages à la charge des familles, comme d'habitude, 15% du coût du séjour avec transport en minibus et 30% du coût du séjour avec un transporteur extérieur. Les mêmes règles que précédemment. D'ailleurs, ce sont des activités qui ont aussi un très grand succès à la Maison des Jeunes. Les tarifs des cimetières communaux. Bon, vous avez la liste sous les yeux, je ne vais pas vous la commenter. On augmente aussi là de 2% pour les concessions, les taxes d'exhumation, etc. Pour l'espace Jean Villard, c'est une augmentation de 2% aussi, mais là pour 2022-2023. Nous anticipons toujours d'une année pour les tarifs de Jean Villard, puisqu'il y a des réservations qui sont une année à l'avance, donc il faut qu'on soit en mesure de se prononcer. Donc, il est proposé d'augmenter les tarifs en général de 2%, de conserver le montant des cautions qui sont liées à celle-ci et de conserver le taux dégressif qui est appliqué lorsque la salle est louée sur plusieurs jours consécutifs. Voilà. Donc, et puis, il y a toujours des exonérations pour un certain nombre d'organismes. Voilà, le CCAS, des bureaux, et puis l'inspection académique, la chambre de commerce, Scoralia, et voilà, c'est du plus, etc. Voilà. Alors, pour le service par heure et par technicien, il y a une augmentation d'1 €, donc ça c'est les 2%. Voilà. Pour les forfaits de prise en charge du matériel technique, c'est pareil, 2%. Et pour les sorties de matériel, il est proposé pour 2022-2023 de reconduire les dispositions
prises par délibération du conseil municipal, donc selon le tableau que vous avez. Voilà. Donc vous avez des tarifs de toutes ces activités, en tout cas de toutes ces prestations, en fonction des exigences du demandeur. Pour les salles de la tri, là c'est pareil, on augmente de 2% et on reconduit le montant de la caution et de l'option ménage. La caution qui est de 1 000 € et le forfait ménage qui est de 150 €. Voilà. Pour les tarifs, pour les habitants de la commune, 52 € pour le préau et la salle de restauration, 207 € un jour de semaine, 517 € le week-end et le préau plus la salle de restauration, 259 € en semaine, 569 € le week-end. Et puis bien sûr, vous avez les tarifs hors commune qui sont plus élevés. Pour ce qui concerne le recensement de la population, donc là, il est revu pour l'année 2022 sur la base de 1%, hein, puisque c'est voilà, une ligne supplémentaire. Vous avez aussi une ligne supplémentaire de rémunération qui est appelée logement vacant, qui sera, elle, applicable dès 2021. Puisque là, ce sont des personnes qui, parfois, passent du temps, bien que le logement soit vacant. Donc, il est normal qu'elles soient rémunérées aussi pour leur démarche à ce titre. Voilà. Donc, vous avez les différents tarifs en fonction de ce qui est demandé au recenseur, hein, le bulletin, la feuille de logement, et les fiches à remplir. Voilà, donc on a fait à peu près le tour de la question. Est-ce que vous avez des questions sur ces tarifs? Est-ce qu'il y a des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Alors là, nous sommes sollicités par l'agglomération pour désigner un titulaire et un suppléant pour siéger à la commission d'évaluation des transferts de charges. Voilà. Donc, je vous propose M. Bouquet en tant que titulaire et M. Abraham en tant que suppléant. Voilà. Transfert de charges, nous risquons de devoir en discuter, en tout cas pour ce qui concerne le transfert de la médiathèque en particulier. Voilà. Donc ce sera un point de vue à la fois financier, mais aussi point de vue pour ce qui concerne le fonctionnement et le transfert de personnel de la médiathèque, si toutefois ça se fait. Est-ce qu'il y a des questions, des avis contraires, des abstentions? Je vous remercie. Ensuite, nous passons à l'intercommunalité. C'est le rapport d'activité 2019 de la communauté d'agglomération. Et là, vous avez tous le rapport des différentes activités qui sont rapportées aux compétences de l'agglomération, hein, en matière de transport, voilà, d'eau potable, d'eau usée, voilà, de tourisme. Voilà. Voilà, tout est répertorié. C'est un résumé un petit peu de la politique de l'agglomération. Le sport aussi en fait partie, la culture bien entendu. Avec le réseau de médiathèques, et puis l'environnement, le développement durable, ça c'est important, puisqu'il y a aussi les pistes cyclables qui sont communautaires, enfin le réseau structurant, c'est important. Évidemment, la politique de l'eau, hein, je vous le disais, voilà. Les mobilités.
Voilà. Donc, tu as un mot à dire sur les finances? Non, pas vrai. Concernant les finances, bon, pour l'instant, ça fait que de démarrer. On a effectivement examiné un projet de budget supplémentaire 2020 cette semaine. Voilà, donc il y a quand même un décalage, notamment par rapport à notre propre calendrier. Bon, c'est normal aussi du fait de l'installation de l'Assemblée délibérante de l'agglomération. Donc voilà, il n'y a pas de concernant l'année précédente. Bon, voilà, il y avait une stabilité, il n'y a pas de choses particulières là-dessus. Voilà, c'est une année de transition. Est-ce que vous avez des questions sur ce rapport? Je pense que vous pouvez le lire et vous documenter dessus. Voilà. Il n'y a pas de vote là. Alors, on va venir à des choses très concrètes là. Il s'agit de la réhabilitation et l'extension des bâtiments du Petit Chénois à la pailleterie. Je vous en parlais tout à l'heure. Puisque ce centre de loisirs est très fréquenté, le mercredi en particulier maintenant, et puis bien sûr pendant les vacances. Hein. Voilà, il s'adresse aux enfants jusqu'à 12 ans. Voilà, vous connaissez le site de la pailleterie avec les différents bâtiments actuels. Hein. Il y a 4 bâtiments principaux. Et en particulier, là, ce qui va être concerné, ce sont les plus anciens bâtiments, ceux qui se trouvent juste en face de l'allée lorsqu'on arrive au Petit Chénois. Hein. Donc, vous avez 3 bâtiments principaux, hein, le grand bâtiment, l'infirmerie, l'accueil sur la gauche, et puis un bâtiment pour les plus petits qui est tout au fond. Voilà, donc il est proposé de réhabiliter l'ensemble de ces bâtiments et aussi de réaliser une extension à Ossature-Bois sur le bâtiment numéro 1, sur le bâtiment principal. Ah ben on a un, parfait, je n'avais pas vu. Voilà. On va le commenter comme ça sera plus facile. Donc le bâtiment principal que vous voyez ici, quand on arrive à la pailleterie, c'est celui-ci. Et donc il est... Ah oui, le parking est ici. Non, le bâtiment principal est ici. Voilà. Hein, celui, lorsqu'on arrive par cette allée, effectivement, on arrive au pignon ici avec la tour sur le côté. Donc celui-ci sera réhabilité et sera agrandi par une grande pièce, une grande salle d'activité qui doit faire environ 100 mètres carrés. C'est ça. Voilà. Ensuite, il est proposé ici, de réhabiliter ce petit bâtiment, ici. Là où ce sont les plus petits qui vont dans ce bâtiment actuellement. Et puis de construire un bâtiment pour l'accueil. Voilà, un bâtiment à Ossature-Bois pour un pôle administratif et un pôle d'accueil, hein, lorsque les gens arriveront ici. Et puis ça permet aussi de refermer cette cour. Hein, sur le plan de l'organisation, ça me paraît très opportun que pour fermer cet espace-là. Et puis un bâtiment d'accueil juste à l'entrée se justifie également. Voilà. Et puis nous ferons un parking à cet endroit-là, et puis un demi-tour ici pour les bus, afin de sécuriser aussi l'accès à cet espace pour les enfants. Donc, je ne sais pas, le quai sera peut-être par ici en tout cas, et un parking ici pour les véhicules qui n'auront plus à pénétrer dans cet espace qui là doit être absolument protégé, puisque cet espace est réservé aux enfants. Voilà. Donc c'est un parking de 34 places, et puis on réaménage effectivement les parkings existants à proximité des bâtiments pour celui-ci. Voilà.
Alors l'objectif, c'est la rénovation et la mise aux normes des bâtiments anciens, comme je vous le disais, l'augmentation de la capacité d'accueil, et puis l'amélioration des conditions de s'accueil et de sécurité. Et puis ce sera l'occasion aussi de mettre en valeur ce patrimoine, parce qu'on avait déjà une première opération, lorsqu'on a supprimé les préfabriqués. Je crois que c'est un très beau bâtiment qui, lui, est très apprécié à Ossature-Bois. Et il est bien que nous puissions conforter ce patrimoine de la ville et du Petit Chénois. Voilà. Puis c'est un bel espace. En plus, il y a un site naturel qui vraiment est tout à fait adapté au séjour des enfants. Voilà. Donc c'est un très beau programme qui devrait se dérouler dans les 2 années à venir. Il y a aussi pardon, oui, j'oubliais le principal. Vous avez la description aussi des différents corps d'État avec les montants de travaux pour un total de 1 675 000 €. Voilà. Vous voyez, bon, l'estimation a été faite. Voilà, nous serons quand même c'est encore une belle enveloppe. Voilà, donc on fera ça aussi progressivement, puisqu'on ne va pas tout faire en même temps. Je pense qu'on va commencer par le bâtiment principal, et puis après, en fonction des événements et des recettes, voilà, nous poursuivrons ce programme. Voilà. Avez-vous des questions sur ce projet qui commence à être bien avancé? Est-ce qu'il y a des avis contraires, des abstentions? Je vous remercie. Alors là, il vous est proposé la mise en vente du terrain cadastré AB 339 qui est situé rue Pénaud. Ce sont les anciens entrepôts Cerveau. Voilà. Terrain qui comprend 2 parcelles, la AB 339 et la AB 602, et d'une superficie de 1631 mètres carrés. Nous avons déjà cédé à monsieur et madame Drouin une parcelle de 476 mètres carrés, je crois. Et il nous reste donc le lot A de 1175 mètres carrés que nous proposons à 76 000 €, non, qui a une valeur vénale de 76 000 € selon estimation des domaines, et nous la proposons à la vente à 80 000 € hors frais de notaire. Voilà. Donc il nous est proposé de lancer la publicité à compter du 16 novembre prochain. Les offres d'acquisition seront déposées en mairie et une date limite de dépôt de ces offres sera fixée et portée à connaissance du public. Voilà. Avez-vous des questions sur la cession, enfin sur la mise en vente plutôt, de ce terrain? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors là, il s'agit des biens vacants 100 mètres qui sont situés sur le site de la Prairie Lyonne. C'est-à-dire que c'est un grand nombre de parcelles dont il a été fait l'acquisition au cours des temps, qui représentent quand même 18 572 mètres carrés. Et donc la SAFER a identifié 15 parcelles susceptibles d'être présumées 100 mètres. Voilà. Et il pourrait être ensuite incorporé dans le domaine communal. Donc il faut pour cela procéder à une étude, une intégration, une prise en charge financière qui pourrait être faite par l'EPAGE. À la fin de cette procédure d'appréhension, ces parcelles seront intégrées dans le domaine communal, puis seront restituées à l'EPAGE ou confiées au Conservatoire des espaces naturels pour leur gestion.
Donc là, vous avez la situation des 15 parcelles qui ont été identifiées par la SAFER comme susceptibles d'être recensées comme bien 100 mètres. Voilà. Et donc, ce sont ces parcelles qui représentent donc 18 572 mètres carrés. Donc, vous avez la liste. Donc, il vous est proposé de saisir la Société d'aménagement foncier, la SAFER, pour engager la procédure de vérification afférente aux parcelles présumées 100 mètres, et en souhaitant d'entreprendre toute démarche et formalité administrative à l'effet d'intégrer ces parcelles dans le domaine privé communal. Et à la fin de la procédure d'appréhension des biens présumés 100 mètres, l'ensemble de ces biens dans le périmètre d'acquisition de l'épage seront soit restitués à l'euro symbolique à l'épage, soit confiés au Conservatoire des espaces naturels pour leur gestion. Voilà, ça permettrait justement d'entretenir ces parcelles qui sont à l'abandon. Voilà, donc c'est la SAFER qui nous a sollicité, et donc c'est l'épage qui ensuite se chargerait de leur acquisition à l'euro symbolique, voilà, et de leur gestion. Avez-vous des questions sur ce dossier foncier? Est-ce qu'il y a des avis contraires, des abstentions? Je vous remercie. Là, il vous est proposé d'acquérir une parcelle. C'est un alignement au 264 rue de la Cognetterie. Effectivement, c'est un dossier qui a fait l'objet d'une attention particulière, puisque nous avons des frais de démolition de clôture et de reconstruction, et puis de déplacement de réseaux, de coffrets, de EDF et Enedis. Je veux dire que c'est passé un petit peu à notre insu. Voilà, je pense qu'il y a des responsabilités de toutes parts, de la ville, mais aussi du géomètre, qui fait que lorsqu'il est venu délimiter ces terrains, eh bien, il a omis de laisser un trottoir d'1,50 m, comme on se fait maintenant partout. Voilà. Et maintenant, on s'est retrouvé avec une clôture en construction. On s'en est aperçu à ce moment-là. Et malgré tout, nous souhaitons garder cette emprise d'1,50 m de trottoir. C'est la raison pour laquelle, bien à la fois, nous prenons en charge les travaux de démolition de cette clôture et de reconstruction. Donc, cette parcelle sera cédée à l'euro symbolique par le propriétaire, qui s'appelle M. Gomez. Et nous procéderons donc à la reconstruction de la clôture et à la remise en état de ce trottoir de 1,50 m au droit de cette propriété, pour une somme de 9 476 €. Voilà. Avez-vous des questions sur ce dossier, qui, j'espère, ne se reproduira pas, parce que voilà, ce sont partie des erreurs, je vous dis, qui sont partagées entre le géomètre et la ville. Hein. C'est 50-50 là. Pas d'avis contraire, pas d'abstention. Je vous remercie. Maintenant, on va passer à un dossier qui concerne l'extension du périmètre d'épandage des effluents qui sont ici issus des activités de l'usine Sanofi. Voilà, Sanofi, vous savez qu'ils produisent de la lysine, c'est-à-dire d'aspirine. Et donc, pour produire cette aspirine, eh bien, ma foi, il y a un certain nombre d'effluents azotés et de soufre qui sont extraits et ils sont ensuite recyclés. Alors là, ça concerne 47 communes du Loiret et 13 communes de l'Yonne, dont je crois que c'est 2 propriétés sur Amilly. Oui, 2 agriculteurs d'Amilly, M. Philippe Jean-Michel pour 116 hectares et M. Plassard Jean-Luc pour 53 hectares. Voilà. Donc ce sont 10 000 mètres cubes par an d'azote qui sont donc extraits, ce qui correspond à
enfin 10 000 mètres cubes d'effluent, ce qui correspond à 120 tonnes d'azote. Voilà. Donc il y a un plan d'épandage avec un certain nombre d'obligations, bien sûr, hein, voilà, qui sont appliquées sur ces différentes communes. Le stockage est fait sur un site à Triguères, dans 2 lagunes qui sont prévues à cet effet. Et puis l'épandage se fait selon des conditions rigoureuses, hein, qui sont rappelées. Voilà, ici. Cet épandage se fait à plus de 50 mètres autour des habitations. Voilà, il épargne aussi les milieux fragiles, les milieux écologiques, hein. Voilà, il n'y a pas... Au niveau des cours d'eau, on respecte aussi une distance de 5 mètres. Voilà, donc une enquête publique est en cours. Elle est en cours actuellement, donc du 23 octobre au lundi 23 novembre, de 14h à 17h, et le 7 novembre, de 9h à midi. Voilà, les permanences ont lieu ici, à la mairie. Avez-vous des questions concernant ce nouveau schéma d'épandage pour Sanofi? C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'agriculteurs qui ont arrêté et d'autres qui ont été volontaires, demandaient cet épandage, ce qui donc a nécessité cette révision. Est-ce qu'il y a des avis contraires, des abstentions? Je vous remercie. Alors, une question un peu marginale par rapport au reste, c'est l'adhésion à l'association Société d'horticulture d'Orléans et du Loiret, la CHOL. Voilà, la CHOL qui s'occupe du label des villes et villages fleuris, entre autres. Et donc, il vous est demandé de participer, ou d'adhérer plutôt, pour 90 € au titre de l'année 2020. Pas de questions, pas d'avis contraire ni d'abstention. Je vous remercie. On passe aux subventions coopératives scolaires. Là, je vous rappelle aux classes de découverte. Pour les classes de découverte, nous avons donc voté une enveloppe pour chacun des groupes scolaires. Et à chaque projet, effectivement, nous nous prononçons sur le bien fondé de cette activité. Là, ça concerne l'école de Virois, 2 classes de CE2. Donc, ce sont sur le thème de la littérature, avec l'intervention d'un auteur de littérature jeunesse à distance tous les 15 jours, cela du 5 novembre 2020 au 4 février 2021. Le prestataire, donc, c'est l'association Le Prix des Incorruptibles. Le coût de l'opération est de 420 € par classe, soit 840 € pour les 2 classes, et donc qui seront pris sur la subvention. Il y a un solde restant d'ailleurs de subvention de 8 812 € pour l'école de Virois. Donc évidemment, l'inspection a été sollicitée et a donné un avis favorable. Des questions, des avis contraires, des abstentions? Je vous remercie. Au chapitre culture maintenant, pour ce qui concerne le Centre d'art contemporain des Tanneries. Là, il vous est proposé le programme 2020-2021, c'est-à-dire la 5e saison, qui va de octobre 2020 à septembre 2021. Là, il s'agit de contractualiser avec les divers intervenants. Voilà, et donc c'est cette programmation prévisionnelle qui vous est proposée. Voilà, alors vous avez le nom de tous les artistes qui vont intervenir. Donc d'octobre à décembre, dans un premier temps, c'est l'exposition actuelle. De janvier à fin mars, vous avez trois artistes et aussi des jeunes de l'ESSAD d'Orléans qui vont exposer. Et d'avril à août, là, ce sont à nouveau de nouveaux intervenants, voilà, dont vous avez les noms, hein, et les lieux d'exposition.
Voilà, pour donc cette saison. Donc il y a un certain nombre de rendez-vous, les premiers samedis du mois, des ateliers en famille qui sont ouverts à tous, le troisième samedi du mois, des rencontres publiques, des performances ou des projections, et puis un festival week-end les 26 et 27 juin 2021. On espère que tout ça pourra se réaliser dans de bonnes conditions. Voilà. Donc là, il nous faut... cela implique effectivement des contractualisations, des contrats de résidence, des conventions de prêt et de dépôt d'œuvres, des contrats avec les artistes, les intervenants des rencontres publiques et des conventions de partenariat. Voilà. Et je vous rappelle que l'accès à l'ensemble de ces manifestations est gratuit. Voilà, donc je vous demande de bien vouloir m'autoriser à signer toutes ces conventions et contrats à venir sur ces différents programmes, en fonction, bien sûr, du budget qui a été alloué et qui a été voté. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Je vous remercie. Avis contraire? Abstention? Je vous remercie. Je crois qu'il y a une bonne fréquentation aux tanneries. Là, nous avons actuellement une exposition très intéressante. Si vous n'êtes pas encore allé la visiter, je vous invite. Oh oui, c'est fermé en ce moment, hélas, mais dès que ce sera réouvert, je vous invite à aller y faire un tour. Voilà. Alors, nous avons aussi des partenariats dans le cadre de ce centre d'art, partenariat éducatif avec le lycée en forêt, voilà, pour partenariat d'éducation artistique et culturelle. C'est un micro-projet. L'action repose sur une séquence de 6 interventions d'un artiste intervenant issu de l'équipe de la médiation du centre d'art. Voilà. Donc ça, c'est pour 2020-2021. Ce sont des rencontres entre les adolescents et les œuvres, bien sûr, qui sont visitées, et puis les artistes et les institutions culturelles, voilà, dans une démarche de projet. Donc nous avons 18 heures d'intervention artistique qui seront proposées aux élèves de seconde, voilà, qui ont pris l'option de découverte art plastique. Donc cette intervention est faite par un médiateur du centre d'art sur le site des tanneries et au lycée en forêt. Et cela se fera entre le mois de novembre 2020 et janvier 2021. La moitié de la rémunération du médiateur plasticien sera prise en charge par l'établissement scolaire à hauteur de 268,82 €. Voilà. Donc, il vous est proposé donc d'approuver cet avenant relatif à l'action spécifique micro-projet et prenant effet dès sa signature et jusqu'au 6 juillet 2021, qui est la fin de l'année scolaire. Voilà. La convention de partenariat. Donc c'est une convention pour une durée de 3 ans à compter de sa signature. Des questions? C'est très intéressant justement de faire participer les établissements scolaires à ces activités et à ces expositions. Donc, ça fait partie de l'ouverture d'esprit, hein, dont on parlait tout à l'heure. C'est une autre convention là, qui vous est proposée avec le Centre d'art contemporain, convention de partenariat éducatif avec le collège Paul-Éluard, là qui s'adresse à la classe relais. Ce sont des collégiens de 6e et de 3e en voie de marginalisation vis-à-vis de l'institution scolaire. Donc, s'il y a une convention qui était valable jusqu'au 3 juillet 2020, et puis le bilan de cette première année a été positif, s'est avéré positif, donc il est proposé de conclure une nouvelle convention pour 2020-2021. Voilà. Alors, ce qui est proposé aux jeunes, bien sûr, c'est une ouverture artistique, l'autonomie, la créativité, la curiosité, l'esprit critique, l'engagement et la responsabilisation au sein de projets individuels ou collectifs. Bon, pour cela, 24 séances de 2 heures d'enseignement artistique sont proposées aux élèves de la classe relais.
voilà, par un enseignement de l'école d'art. La rémunération de l'enseignant et les frais de fourniture et de matériel pour les élèves sont pris en charge par l'établissement scolaire à hauteur de leurs coûts respectifs de 2 054,32 € et de 250 €. Voilà, la durée de la convention prend effet dès sa signature et elle est valable jusqu'au 6 juillet 2021. Voilà, cela à l'issue des 24 séances qui sont programmées à compter du jeudi 5 novembre. Je crois que là, c'est remis en question. Voilà. Des questions sur cette convention? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors là, il s'agit de projets d'intervention artistique dans les écoles. La direction régionale et culturelle, la DRAC, et l'Académie d'Orléans-Tours ont lancé donc un appel à initiative pour une mise en œuvre expérimentale ouverte pour l'année scolaire 2020-2021 qui s'appelle ACT. Voilà, ce sont 2 projets d'intervention artistique dans le cadre de cet appel à initiative voilà, qui ont été validés conjointement par la DRAC et l'Académie. Alors, ces 2 projets sont les suivants. C'est un projet d'intervention de l'artiste Morgane Porcheron avec l'école élémentaire de Clos Beauvois à Pithiviers et le collège de Denis Poisson à Pithiviers. Et un projet d'intervention de l'artiste Noémie Privat avec l'école élémentaire René Allot de Fontenay-sur-Loing et le collège Pierre-Auguste Renoir de Ferrières-en-Gâtinais. Voilà. Il s'agit d'une série d'ateliers et de visites visant à faire découvrir donc la pratique à l'ensemble des élèves de ces différents établissements. Chaque projet représente une 40aine d'heures d'intervention des artistes. Les projets sont financés conjointement donc, par la DRAC à hauteur de 1 500 € et par l'Académie d'Orléans-Tours à hauteur de 750 € et également complétés par les établissements scolaires. Le Centre d'art apporte une aide artistique, administrative, logistique et technique et accueille les classes en visite dans leur découverte des expositions. Donc la ville percevra donc ces subventions lui permettant de couvrir une partie de la rémunération des artistes, l'autre partie donc étant prise en charge par les établissements scolaires. Voilà, encore une belle activité que le Centre d'art propose et qui rayonne bien au-delà de l'agglomération. Est-ce que vous avez des questions, des avis contraires, des abstentions? Je vous remercie. La preuve que ce Centre d'art, vous voyez, tout ce qu'on vient de voir là, hein, ça ne concerne pas Amilly, ces activités-là concernent les établissements scolaires de l'agglomération et au-delà. Donc, ce Centre d'art aurait toute légitimité d'être accompagné par l'agglomération. Voilà, pour rappel. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, les contrats d'objectifs, on s'adresse aux sportifs maintenant. On change, voilà. Chapitre sport. Donc, une enveloppe de 18 000 € avait été votée pour les contrats d'objectifs. Bon, avec toujours les mêmes critères que je vous rappelle, les événements amillois organisés par l'association et les représentations de la ville sur d'autres manifestations. Voilà. Mais, eu égard au contexte, il y a un certain nombre d'activités qui n'ont pas pu avoir lieu, mais la commission s'est réunie et vous propose de verser une enveloppe de 9 850 €. Donc, déjà 8 700 € aux 16 sections des J3 et 1 150 € aux 4 associations sportives amilloises, qui sont, je vous le rappelle, le Collège Schumann, le Bowling Club, l'échiquier du Gâtinais et l'écurie du Gâtinais. Voilà. Les autres, ce sont les sections des J3. Alors, il y a un certain nombre de sportifs parmi nous qui ne prendront pas part au vote. Si vous avez des pouvoirs, c'est pareil, le pouvoir ne comptera pas. Hein. Alors, il s'agit de M. Patrijon, de la section tir, de M. Volto, de la section judo, de Mme Penin, de la section randonnée, de Mme Foubet, de la section basket, de M. Donnet, de la section triathlon. Est-ce que j'oublie quelqu'un? Non, c'est bon. Donc,
On va faire voter, mais là, vous ne participerez pas à ce vote puisque vous êtes indirectement impliqué dans ces sections. Donc, est-ce qu'il y a des avis contraires, des abstentions? Je vous remercie. Alors, au chapitre personnel, bon, il n'y a pas grand-chose, c'est simplement la création à compter du 1er décembre 2020 de 2 postes d'agents de maîtrise à temps complet. Ce sont des agents qui sont déjà dans nos murs, hein, ça des promotions, voilà, pour 2 agents de maîtrise. Est-ce qu'il y a des avis contraires, des abstentions? Je vous remercie. Alors, on va passer maintenant au compte-rendu de décision pour les marchés d'études. Tout d'abord, avec la société Oratorio, c'est une étude de faisabilité pour la création d'un nouveau centre médical à proximité du CHAM pour 36 200 € hors taxe. Pour les marchés de travaux, ce sont des avenants au marché de travaux pour l'église de Saint-Firmin pour 1 847 €. Ça, c'est pour les cloches avec baudet et pour le réaménagement et la réfection du parc et l'espace Jean Villard avec l'atelier Baudouin pour 3 750 €, ce qui porte le marché à 67 240 €. Pour les travaux d'entretien et de réfection de voirie de réseau avec l'entreprise Vauvel, c'est l'intégration de nouvelles références, mais on ne change pas les seuils. Pour la rénovation de l'école Clovino, c'est avec l'entreprise Reville pour le gros œuvre, c'est les actions d'insertion pour les personnes, les contrats d'insertion, hein, voilà, qu'on fait dans toutes les entreprises. De même pour l'accueil périscolaire sur le site du Clovino, hein, pour les 2 chantiers, ce sont donc les contrats d'insertion avec Reville pour le gros œuvre. Pour les marchés de fourniture, pour le balayage, c'est la société Socoim. C'est un marché à bon de commande avec un seuil maxi de 100 000 € pour une durée de 12 mois, reconductible d'une fois pour la même durée et les mêmes seuils. Ensuite, c'est la saison, ça concerne maintenant la saison musicale 2020-2021 avec les différents orchestres, musiciens qui vous sont proposés, des concerts qui ont lieu pratiquement tous à l'église Saint-Martin, sauf 2 à l'espace Jean Villard. Donc vous avez le montant, hein, de 4 000, 5 800 €, 5 900, 12 000, c'était pour le concert de Noël, 6 300, 7 000, 5 114 le vœu de rameau, 5 147 les surprises, 4 642 et 4 700 avec le quatuor Hanson. Voilà. Donc vous avez la programmation 2021. 2020-2021. Ah oui, il en manque un. Celui que l'on va faire. Ah, il a été réalisé. Ah oui. On verra ça alors. Oui. Ensuite, c'est un avenant au marché de fournitures et services. Ça, c'est des produits d'hygiène. Voilà, avec PLG Grand Ouest, c'est un avenant de 3 000 €. Donc le seuil est porté à 13 000 € et le marché est prolongé jusqu'au 23 novembre. C'est un marché aussi pour les vérifications réglementaires avec Caliconsult, pour le gymnase du Bourg, pour l'école de Saint-Firmin, l'extension des services techniques, le Moulin Bardin. Voilà, sans incidence sur le seuil maximum qui est de 42 500 € pour 24 mois. Donc on a simplement précisé un certain nombre d'équipements à contrôler. Ensuite, c'est les fournitures de carburant
avec tout d'abord avec Caldeo. Voilà, ce sont des avenants aux accords cadres. Et puis avec Bolloré Énergie. Voilà, c'est une prolongation de délai de 3 mois jusqu'au 30 novembre 2020. Ensuite, nous avons des demandes de subventions pour la construction d'un bâtiment pour l'accueil périscolaire sur le site du Clos Vinot, voilà, au titre du CRST, c'est-à-dire auprès de la région. Ensuite, pour la rénovation de l'école élémentaire du Clos Vinot, là aussi, une demande de subvention auprès de la région dans le cadre du CRST pour la rénovation thermique. Et puis, pour de la voirie, rue des Pinsons, c'est une demande de subvention auprès du département et dans le cadre des redevances de mine sur le pétrole. Et on termine par le louage de choses, ce sont des locaux qui sont situés au 132 rue Albert Frappin. C'est un retrait d'une décision relative à l'occupation de la salle de l'étage, puisque les professionnels ne l'occupent plus, donc il faut conclure un avenant pour réviser cette convention. Voilà, je pense que nous avons fait le tour. Le prochain. Voilà, prochain rendez-vous le 16 décembre, eh bien, certainement à la même heure, 18h exceptionnellement, pour le mois de décembre. Merci. Oui, Baudouin, si tu veux prendre la parole. Oui, je précise que les engagements que nous avons vus là pour les concerts, bien sûr qu'ils ont été faits, mais que par ailleurs, les concerts du mois de novembre n'auront pas lieu, c'est-à-dire le concert de l'ensemble Jacques Moderne et le concert de l'ensemble La Fenice. Et en ce qui concerne le concert de Noël, nous prendrons une décision autour de début décembre, au regard des indications qu'on pourra avoir. Voilà. En ce qui concerne les remboursements, on procédera vraisemblablement comme nous avions fait, mais on en parlera en fin d'année. Bien, merci à toutes et à tous. Voilà, et protégez-vous. Hein, évitez d'ajouter des malades aux malades. Oui, Laurence. Non, il y aura simplement un dépôt de gerbes, mais il n'y a pas de... Il n'y a personne.